l'invitation et merci à toutes les personnes là, qui ont eu la gentillesse de se connecter. Bon, je vais juste poser quelques données épidémiologiques avec les récentes mesures de santé publique pour poser la problématique et puis faire quelques développements plutôt d'ordre philosophique ou sociologique. Alors, je suis un peu désolée de parler devant aussi des gens qui connaissent peut-être même mieux, certainement mieux le sujet que moi, et je vais dire des choses un peu basiques pour camper le décor, mais bon, voilà, il faut repartir des chiffres. On a craint pendant très longtemps les hémorragies du postpartum, enfin on les craint toujours, mais bon, c'était quand même ce qui terrifiait tout le monde lors des accouchements, puisque c'était l'occasion de pas mal de décès. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ces décès par hémorragie ont été divisés par 2 en 15 ans, et bon, selon une enquête quand même qui ne date que de 2021, et on découvre qu'après les maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, les suicides sont les secondes causes donc de mort maternelle, en tout cas si on prend la période périnatale, c'est-à-dire la grossesse et jusqu'à 1 an après l'accouchement. Entre 2013 et 2015, on compte en France donc 262 décès, dont 35 suicides pour 100 000 naissances vivantes. Et j'ajoute à ce triste décompte qu'il y a 2 décès pour toxicomanie et 17 de causes inconnues. Donc ces 2 derniers éléments seraient peut-être encore à approfondir, puisque les substances, l'abus de substances psychotropes est peut-être considéré, à mon avis, comme un suicide lent. Et certains décès aussi de causes non identifiées pourraient aussi relever d'un geste funeste qui serait même parfois dissimulé par l'entourage, ce que relève souvent Durkheim dans son ouvrage sur le suicide. En tout cas, il y a une frange particulière de la population qui est hélas intente à ses jours, et on peut difficilement considérer ces suicides comme des aléas de la vie en société. En tout cas, moralement, ça me paraît difficilement tenable. Évidemment, il y a une dimension, une explication psychologique à laquelle on peut souscrire, mais qui, à mon avis, ne suffit pas pour comprendre ces gestes tragiques. Et il va falloir essayer de travailler un peu justement cet aspect-là, il me semble, au niveau de la santé publique. 100 000 femmes par an font des dépressions du postpartum. Dalia me corrigera peut-être parce que tu connais ça mieux que moi. Et 30% des mères ont des antécédents d'épisodes dépressifs. Seulement 5% d'entre elles disent avoir été diagnostiquées par un spécialiste. Par ailleurs, on note que les pédopsychiatres, comme le professeur Delorme à l'hôpital Robert Debré de Paris, observent aussi une épidémie silencieuse qui est quand même aussi très inquiétante, avec une augmentation des suicides des adolescents et des tentatives aussi, avec une grande prédominance des filles parmi les tentatives. Alors, j'émets la navrante hypothèse que ces dépressions ou ces tentatives de suicide en augmentation chez les ados risquent fort de réémerger lors des grossesses où c'est une période de remaniement psychologique et familial assez intense. Les mesures de santé publique qui ont été posées pour dépister les dépressions du postpartum. Bon, il y a eu l'entretien systématique posé entre la 4e et la 8e semaine donc, de cette période, et un second en fonction de l'évaluation du premier qui est à 12 semaines. Ce n'est pas un entretien qui comporte un examen clinique, c'est juste un temps d'échange qui est assez long et auquel il faut être formé. Ça peut être mené par un médecin ou par une sage-femme. Alors, le Code de la santé publique, l'article
L 2122-1 a déclaré cet entretien postnatal obligatoire depuis le 1er juillet 2022. Selon une grande cohérence, on peut noter que l'acte a été cotable qu'à partir de septembre 2022, ce qui laisse penser que, évidemment, c'était plutôt les sages-femmes qui sont engagées dans ce processus. Et forcément, enfin, ça a pour but donc de dépister les symptômes de dépression qui adviennent généralement vers la 6e semaine du postpartum. Il s'agit aussi d'assurer la continuité des soins et d'établir qu'il est assez préférable que ce soit mené par un professionnel qui connaît déjà la patiente, qui l'aurait accouchée ou suivie pendant sa grossesse. Le but est d'actualiser donc les attentes de la famille, pas seulement de la femme, d'identifier donc aussi les besoins et les ressources. En cas de dépression, il faut savoir orienter la patiente vers des professionnels, le psychiatre, vers aussi d'autres professionnels qui sont impliqués, comme le généraliste, les pédiatres, selon le moment. Cet entretien postnatal fait partie du programme des 1000 jours, qui a été lancé par l'UNICEF, et c'est un programme donc, qui cherche à accompagner, à soutenir la parentalité. Le ministère de la Santé français veut notamment prolonger en quelque sorte les dispositions qui sont prises pour les suivis de grossesse. Il est évident que généralement on considère l'acte de se suicider comme une liberté qui pourrait appartenir à chacun, mais d'un autre côté, les professionnels de santé sont évidemment concernés pour dépister et prévenir ces décisions. Sauf que je pense qu'il y a des freins au diagnostic. Alors le premier frein, c'est qu'il y a sans doute une difficulté à amener le sujet quand on est en consultation avec une patiente, d'autant plus que jusque-là, les professionnels n'ont pas été trop éveillés à cette problématique et n'ont pas été non plus formés. Il y a un diagnostic différentiel qui est à faire, avec un peu d'habitude, je pense qu'on y arrive quand même, mais au début, en tout cas, ça peut prêter à confusion puisque ça commence par les mêmes symptômes qu'un blues du postpartum, qui généralement est assez bref, mais quand même peut durer jusqu'à 15 jours. Donc, il y a une superposition des périodes avec la dépression puerpérale qui débuterait. De surcroît, il y a des sorties précoces des maternités qui ne favorisent pas le diagnostic, puisque finalement, les premiers symptômes peuvent apparaître au domicile des patientes et moins apparents aux professionnels qui va passer que ponctuellement. Il est aussi certain que toutes ces données épidémiologiques sont diffusées avec un certain décalage par rapport à la réalité, et sans doute que ça s'accompagne, je crois hélas, d'un certain tabou qui se lève quand même depuis quelque temps dans le monde de l'obstétrique et de la périnatalité. Mais on est tous pris quand même dans les raies de la représentation des représentations de la société, en termes idéologiques. Et je crains qu'il y ait quand même aussi un tabou qui soit lié à une sorte d'honneur corporatiste qui entretienne l'absence de dépistage, puisque le geste demeure complètement incompréhensible et aussi lié à un mauvais vécu de l'accouchement. En tout cas, le mal-être de certaines femmes est manifestement sous-estimé. Alors maintenant, je vais vous développer un petit peu ça au prisme d'éléments sociologiques et philosophiques. J'espère que ce ne sera pas trop rébarbatif. Mais c'est vrai qu'on est tous interpellés par cette violence de l'acte ou même par la tentative. Et donc, nous avons à anticiper ces situations à risque. Effectivement, ça s'apparente à une décision personnelle, mais c'est tout à fait dans une période inattendue. Et ça vient un peu réaffirmer avec plus de force la phrase de Camus qui pense que le suicide est un geste finalement souvent imprévisible.
Pourquoi ce suicide serait particulièrement imprévisible en période périnatale? Je suppose qu'il y a quelque chose qui est lié à une tonalité qui est attachée donc aux représentations dominantes de nos sociétés, et que, en effet, généralement, la maternité est associée à une idée de bonheur et à minima d'épanouissement. On trouve donc dans l'idée que finalement, dans les premiers mois, tout devrait être idyllique. Et en fait, ce n'est pas toujours le cas, en tout cas moins qu'on l'imagine. Même la fécondation aujourd'hui se transforme parfois en affliction. Donc, il faut quand même dire clairement qu'en tant que sage-femme, on constate souvent, même si on se projette sur de belles choses, la grossesse n'est pas toujours idéale, n'a rien d'idéal dans son ensemble, et que l'accouchement est évidemment une épreuve assez redoutée par toutes les femmes enceintes. Il y a quelques paradoxes quand même dans les gestes suicidaires. Donc, effectivement, je pense qu'il y a ce qui est dans cet effet de surprise, que c'est une décision qui se trouve endossée à une période qui est aujourd'hui, d'autant plus qu'on a le choix de la possibilité d'une contraception, qui est aujourd'hui supposée donc voulue et heureuse. Mais bon, c'est faire fi de l'inconscient. Et je crois aussi qu'il y a une autre dimension plus sociologique, c'est que cette incompréhension, elle s'accompagne quand même aussi d'une désolation assez contagieuse. Maintenant, les chiffres commencent à sortir un peu plus du milieu professionnel et à apparaître dans la société. Mais bon, ça vient mettre en lumière cette méprise entre en fait la banalité d'un idéal, comme quoi tout serait merveilleux pendant la grossesse, et la difficile réalité qui est que finalement, les femmes se sentent, notamment les primigestes, plongées vers un nouveau statut qui est quand même assez déstabilisant. Il y a aussi le fait que les femmes, en transmettant la vie, et notamment à leurs filles, transmettent quand même une dette qui finalement les enjoint à rembourser cette dette. En tout cas, c'est ma thèse. Même si c'est une dette partiellement imaginaire, je pense en tout cas que ça s'inscrit largement dans une conception chrétienne et peut-être dans d'autres religions, qui consiste à entretenir cette chaîne humaine. Donc en fait, chaque fille qui naît serait inconsciemment poussée à avoir des enfants, ce qui explique que d'ailleurs on pose des questions à pourquoi aux gens qui ne veulent pas d'enfants, mais on ne pose pas la question aux gens qui en font, pourquoi ils en font. En tout cas, les sociétés néolibérales dans lesquelles nous vivons diffusent une forte injonction au bonheur et font en plus les individus responsables de leur échec, ce qui fait que se sentir démuni par rapport à ces bouleversements que sont la grossesse et la naissance pourrait, à mon avis, nourrir une insupportable dévalorisation de soi. Et évidemment, comme je le disais, les primigestes et les primipares sont beaucoup plus déstabilisés, donc plus exposés que d'autres, ce qui d'ailleurs se vérifie dans les chiffres, puisqu'il y a plus de suicides chez celles-ci que chez les multipares. Chaque femme n'a pas non plus le même lot de souffrances, ni le même tribut à payer selon son histoire familiale, ni non plus la même capacité à surmonter donc cette dette qui est héritée dès notre premier souffle. Comme dit Cioran, chacun expie son premier instant, alors effectivement les femmes l'expient avec force en couche. Bon, ça c'est moi qui l'ajoute. Dans nos sociétés modernes, Durkheim qualifie des différents types de suicides, dont le plus fréquent serait le suicide égoïste, c'est-à-dire celui où le moi individuel s'affirme avec un certain excès face au moi social et aux dépens de ce dernier. Il y a donc une incompréhensibilité de cet égoïsme qui vient en même temps expliquer, conforter, buter sur cette ambivalence maternelle envers l'enfant,
ambivalence, rappelons-le, à laquelle toutes les femmes sont assignées. Autre aspect paradoxal du suicide, c'est quand même un ultime agir qui vient obérer toute autre possibilité. Et c'est assez curieux puisque c'est à une période donc, où la grossesse et la naissance marquent un commencement. On avait déjà vu ça avec les travaux de Frédéric Spinierny qui nous avait exposé la pensée d'Hannah Arendt à ce sujet. Effectivement, la grossesse marque un commencement. Et là où on préférerait voir une aurore, force est de constater que finalement, ces femmes n'endurent plus du tout leur existence et que leur souffrance vient surpasser le plaisir de sentir les mouvements in utero ou d'entendre les gazouillis de leur bébé. Alors, ce qui est d'autant plus alarmant, c'est que le suicide, bon, à l'époque de Durkheim, était considéré comme quelque chose d'assez stable dans toutes les sociétés, pour une société donnée. Les chiffres restaient stables au cours de l'histoire. Bon, on sait que depuis 20 ans en France, les suicides auraient une tendance à diminuer, en tout cas faible, mais quand même. Alors que le suicide des jeunes femmes ou des femmes enceintes ou des jeunes mères augmente. Donc là, il y a quand même une pesanteur fondamentale de l'existence qu'il faut interroger. Effectivement, les sages-femmes observent fréquemment dans les chambres des maternités une perte de confiance des femmes en leur capacité face à ce nouveau statut. Et on sait aussi qu'il y a une perte de la transmission des activités de maternage, avec des femmes qui sont bien souvent plus isolées, beaucoup moins de jeunes enfants autour d'elles qu'elles auraient pu déjà voir un petit peu comment ils se comportent. Et donc, ça crée un malaise qui se surajoute aux multiples conseils contradictoires de l'entourage. Et celles qui sont isolées ne savent pas trop comment trancher parmi tout ça. En tout cas, selon Durkheim, le suicide varie en raison inverse des groupes sociaux dont on fait partie. Et moi, j'allègue que les femmes donc isolées sont insuffisamment agrégées à un groupe social. Alors, quel que soit le groupe, celui des femmes, celui de leur entourage familial, un autre associatif ou autre, mais en tout cas, elles sont renvoyées à leur seule force afin d'appréhender ce nouveau statut et donc se jettent dans ce fol espoir d'une libération assez simpliste qui vient démentir l'avenir. Autre chose, une autre conception que je ne veux pas trop développer parce qu'elle est trop délicate sur cette thématique périnatale, c'est quand même que bon, mettre un terme à sa vie est quelque part une façon de la sous-estimer ou en tout cas de l'estimer insuffisamment satisfaisante. Et qu'il s'agit donc par ce choix, finalement, on pourrait se demander si c'est pas quelque part une sorte de lucidité tragique qui s'accompagne d'un profond dégoût, d'une vie qui est en train de décliner et qui voudrait de la sorte éviter une grande déchéance. Je crois que là, on tient quand même un problème qui fait que nos sociétés occidentales psychologisent à outrance l'acte suicidaire, qu'on en fait une question beaucoup trop intime, voire au plus familiale, en l'expliquant. Alors, tous les psychiatres diront qu'il n'y a pas de suicide sans pathologie, mais par une dépression ou par une maladie mentale, ce que je dénie pas, mais il y a une dimension sociologique qu'on sous-estime à mon avis, et bon, même si effectivement il y a une incapacité à entrevoir un meilleur horizon que la mort, l'imagination faisant défaut pour espérer un mieux-être, mais bon, la diminution de l'imagination est quand même aussi liée à certains modes de vie, à certains modes d'éducation, donc je pense que c'est pas non plus un hasard. En tout cas, je ne crois pas possible de tenir le fait d'une psychopathologie comme une explication monocausale de cet événement, de ces chiffres tragiques.
D'autant plus que finalement, ça vient déresponsabiliser la société. Alors on peut se demander si Camus avait raison de considérer le suicide comme un acte individuel. Il disait comme une solution à l'absurde. Est-ce que c'est un acte négatif qui viendrait juste éradiquer l'inutilité de la souffrance, qui vient signer l'absence de toute raison profonde de vivre? En tout cas, il est certain que bien souvent, je pense que ça se prépare, comme il dit, dans le silence des cœurs, et que l'on se suicide rarement, enfin, sauf si l'hypothèse n'est pas exclue, par réflexion. Ceci demeure quand même tout à fait compatible, à mon avis, avec le fait que certaines femmes endossent personnellement un désenchantement sociétal, voire une tristesse collective. En un mot, l'état de santé d'une société se communique aux individus et à certaines en particulier. Se suicider, c'est aussi, dans les paradoxes, quelque chose qui relève d'un agir de type prométhéen, au sens où le suicidant s'octroie un pouvoir divin d'interrompre prématurément le cours de sa vie. Il s'agit en quelque sorte d'une individuation démesurée et qui est elle-même développée par le néo-capitalisme. Ce qui est curieux, c'est que la souffrance qui le motive se relève d'une passivité suprême et en même temps que le geste suicidaire endosse curieusement un agir ultime qui signe la fin du monde du suicidant. Donc cette fin du monde du suicidant, elle suit quand même une logique escarpiste, hein, celle du Dieu complètement déchu par l'hubris de son individuation. Ce qui, à mon sens, corrobore donc cette dépendance de ses décisions à la tonalité affective attachée aux représentations dominantes de nos sociétés. Et la France, je pense, tient un bon drapeau à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays de l'Europe, mais en tout cas, de toute façon, la tonalité affective d'un pays précède les individus. Ce qui concourt à poser donc la préexistence d'une pathologie sociale aux décisions individuelles de certaines femmes. Et c'est pourquoi je pense que s'il y a un levier, outre le dépistage, qu'il faudrait mettre en place pour infléchir donc cette humeur collective, assez empreinte de tristesse généralisée, je pense qu'il faut quand même essayer de travailler sur la socialisation des sujets, et notamment des femmes enceintes. On commençait à l'évoquer avec ce que disait, je ne sais plus ton prénom, sur les cours de yoga. Excuse-moi. Donc, bon, je reviens un peu à la philo pour se demander, parce que c'est toujours une question d'un débat philosophique, est-ce que on a le droit de se suicider ou est-ce que c'est un interdit? Au sens où ce serait un droit, puisque finalement ce serait un acte rationnel et qui relèverait donc de la liberté de mettre un terme à sa vie, ou s'il est la conséquence seulement d'affects douloureux qu'il a parce qu'elle est insoutenable et que finalement, bon, ce débat-là reste quand même toujours dans la sphère morale. Donc, il s'agit de savoir, est-ce qu'un individu a le droit d'intenter ou non à ses jours, et si c'est un droit, de principe, il ne peut être qu'individuel, puisque forcément, sinon, il n'y aurait plus du tout de société. Et bon, un des grands philosophes qui a parlé du suicide, c'est Kant, qui le pose comme un interdit formel, puisque pour lui, il élabore différentes catégories de devoirs, et ça fait partie des devoirs stricts envers soi-même, de conserver sa vie, de respecter en soi la droite raison, dit-il, qui nous confère notre dignité d'être humain. Donc pour lui, bon, c'est quand même une autre époque, hein, on ne considère plus trop les choses de cette manière-là, mais enfin, se suicider, ça voulait dire abaisser l'humanité en sa propre personne.
Il y a quand même, si on pense cela, une singularité du suicide périnatal, c'est que non seulement bon, la femme se suicide, mais elle tue aussi son fœtus ou impacte définitivement la vie le destin du bébé qui forcément va devoir construire sa vie sur cette base tragique. Et on peut augurer quand même quelques difficultés, sachant que tous les petits humains ont besoin d'être structurés par la sécurisation et que c'est forcément généralement la mère qui donne les soins essentiels en période précoce. Donc si elle n'a pas en tout cas l'exclusivité de cette sécurisation, il est évident que la disparue quand même va être difficilement substituable aux premiers âges de la vie. En tout cas, à l'époque de Kant, le suicide est considéré comme un crime, au sens où c'est un meurtre perpétré sur notre propre personne. Et ça peut être aussi considéré comme une transgression par l'individu de son devoir envers les autres hommes, devoir envers les époux, entre les autres enfants, envers tous ses autres même concitoyens, il va large, hein, et aussi une transgression de son devoir envers Dieu, puisque l'homme abandonne, donc sans en avoir été relevé, le poste que celui-ci lui avait confié dans le monde. Donc il s'agit de l'inobservation d'un des devoirs qu'il nomme des devoirs parfaits envers soi-même, donc qui est l'autoconservation de sa propre nature. En tant qu'être animal, on doit conserver sa vie, c'est essentiel. C'est un devoir négatif puisque c'est un devoir qui s'exerce par abstention, en fait. Donc, juger moralement d'un acte suicidaire au XVIIIe siècle, bon, c'est forcément tombé en désuétude, et puisqu'il y a aujourd'hui une dimension beaucoup plus compassionnelle qui est ouverte par la psychologisation de l'acte. En tout cas, je ne crois pas que la déculpabilisation soit pourtant consécutive, enfin, cette conception qui est quand même liée aussi, je crois, à la déchristianisation, parce que de toute façon, le suicidant entraîne quand même son entourage dans une certaine honte, voire, enfin, à minima une pudeur. Il y a une honte de ne pas avoir estimé réellement la souffrance, voire de ne pas l'avoir diagnostiquée pour les professionnels. Il y a une honte, en tout cas, qu'on la considère abusive ou infondée, on ne peut pas contester que la morale opère toujours quand même dans ce champ du suicide. Ce qui vient être pensé aussi via les neurosciences, hein, qui tendent à affirmer que l'arbre décisionnel ne serait qu'en fait une rationalisation après coup d'une décision déjà prise. Donc, ce qui viendrait dire que la décision serait plutôt de l'ordre irrationnel ou émanerait des affects. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser pour essayer d'améliorer enfin, cette situation actuelle qui est assez triste? Il serait assez naïf de croire que l'augmentation du nombre de suicides relève de l'effet de la misère économique ou les chiffres seraient améliorés par un adoucissement de la vie quotidienne qui permettrait de moduler la tendance. Comme dit Goldman dans sa chanson Au Sahel, il n'y a pas de suicide. Bon, finalement, ce n'est pas dans les situations les plus désespérées que les gens se suicident forcément. Ce serait même donc, en fin de compte, presque une manière d'éluder le problème, puisque ce serait une façon de nier sa pluridimensionnalité. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de solution qui émerge ni du psychologisme, ni du sociologisme, ni de la moraline, comme dit Nietzsche. Mais bon, c'est une affaire réellement complexe. En tout cas, il est sûr que le suicide périnatal se conçoit forcément selon 3 perspectives, puisqu'il s'agit des femmes enceintes, des jeunes mères et que c'est un problème de santé publique.
pour les femmes, tant qu'elles sont en dépression, pour l'entourage, mais aussi pour les professionnels de santé. Parce que de toute façon, en termes de santé mentale, il y a une diffusion à l'entourage. Il faut proposer une prise en charge à l'entourage d'un suicidé, qui endeuille en moyenne 7 personnes et en impacte 20. C'est ce qu'on nomme l'effet Werther, qui doit mettre en garde un petit peu contre l'effet de contagion et de répétition. Alors, il faudrait pour cela proposer des correctifs efficaces en termes de santé publique. Bon, je pense que ça s'est amélioré un petit peu depuis la mise en place, mais enfin, bon, je trouve que c'était un petit peu un vœu pieux au moment où l'entretien postnatal a été posé, puisque déjà à l'époque, en 2020, on avait du mal à rendre effectif l'entretien prénatal et qui était obligatoire et qui n'était pas exécuté puisqu'il n'y avait pas assez de gens formés pour le faire, donc pas assez de sages-femmes, pas assez d'obstétriciens. Il est tout à fait clair que ça fait des années que tout le monde réclame des moyens dans les institutions hospitalières et que les numerus clausus n'ont pas été augmentés, donc le Covid n'ayant rien arrangé, enfin, il y a une pénurie des consoeurs et des confrères, c'est absolument terrible. Donc, sachant en plus que les jeunes diplômés ou les étudiants n'envisagent pas forcément de rester très longtemps dans la profession, alors que les études sont quand même longues et difficiles, c'est quand même complètement alarmant aussi. Bon, je ne sais pas ce qui reste, mais en tout cas, les femmes là-dedans en pâtissent et sont donc laissées quand même souvent à leur grand désarroi, ce qui ne permet pas donc déjà les suivis ordinaires comme il le faudrait. Et bon, je ne sais pas si ça évolue vers le mieux. Il y aura peut-être quelqu'un qui pourra nous donner des choses dans ce qui se passe. Je n'ai pas forcément réactualisé mon propos, mais bon, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup à faire. En tout cas, le jugement moral du suicidant, s'il est plus trop d'actualité, ça ne dissout pas pour autant le lien qu'il y a entre la pratique du suicide et l'organisation morale de notre société, qui donc, à mon avis, développe un penchant collectif au mépris de certaines personnes, et notamment des femmes, et qui développe aussi beaucoup un grand penchant à la tristesse, qui sont, hélas, à mon avis, devenus pathologiquement prépondérants. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue, je ne sais pas. Non, c'est parfait, Isabelle. Voilà. Merci. C'était très complet, c'était et poétique en plus. Ah. Non, c'est très agréable, tu rends ça très fluide. Alors, on va peut-être d'abord commencer sur des questions qui portent sur des points de compréhension sur la présentation d'Isabelle, s'il y en a. Quelque chose que vous besoin de précision, un terme ou un concept que vous n'avez pas bien compris. Non, tout était clair en plus, super. Alors, il y a des grands spécialistes, donc. Est-ce que quelqu'un veut commencer avec une question? Dalia. Merci Isabelle pour ta présentation. Je n'ai pas spécialement de questions, plus des réflexions, et j'ai pris des petites notes pour alimenter un peu la discussion. J'ai beaucoup aimé ta présentation, surtout que tu parles d'un sujet qui est très, très difficile et très triste. Mais en effet, tu as réussi à le rendre un peu plus poétique, et les références à Kant que je ne connaissais pas, qui étaient super intéressantes, donc c'est chouette. Alors, par rapport à l'introduction, juste pour apporter un élément de réflexion peut-être, tu as parlé de l'augmentation des suicides chez les adolescents, et avec une prédominance chez les filles. Et c'est vrai qu'avec l'augmentation, l'expansion d'internet et du coup du cyberharcèlement, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur le cyberharcèlement. Et dans le labo où je bosse, il y avait une étude aussi sur le narcissisme chez les adolescents,
sur Instagram. Et je pense que ça doit forcément jouer. Après, je connais pas les derniers papiers là-dessus, mais je pense que l'ère dans laquelle on est, en tout cas, doit contribuer aussi à ça. Et aussi la période Covid aussi qu'on a traversée, parce que j'avais lu un papier qui avait montré qu'en fait, c'était une étude qui avait été réalisée en Asie. Comme ils ont on va dire une habitude au confinement, il y a eu des études qui ont été réalisées là-bas sur différents confinements, et en fait, ils ont comparé les périodes de confinement et ils ont constaté en fait, une augmentation du taux de dépression et de suicide, quand il y avait eu un confinement supérieur à 10 jours, et du coup, il y avait une répercussion sur les 3 années qui suivaient. Et c'est quelque chose déjà qu'on a tout de suite vu en France, parce que dans les mois qui ont suivi, le confinement qu'on a eu, le 1er gros confinement de 2 mois, il y a eu une augmentation des nouvelles hospitalisations des patients en hôpital psychiatrique. Et j'en avais parlé parce que j'ai un collègue à moi, son fils est psychiatre, et il m'avait dit: «Il y a beaucoup de patients qui n'étaient pas du tout connus chez nous et qui ont fait des tentatives de suicide, dont des femmes». En période postnatale, et qui n'étaient pas des patients, connus, qui étaient parfois même, vraiment à distance de l'accouchement, et du coup, je pense que ça pourrait aussi contribuer à l'augmentation Oui, c'est vrai. du taux de suicide. De toute façon, les modes de vie ont changé depuis, hein, c'est sûr qu'il y a un repli sur soi aussi qui s'est opéré avec le Totalement, totalement, et puis comme tu l'as si bien dit, les femmes sont assez isolées dans la société. En plus, on vit à une époque où, avant, la transmission se faisait pas forcément par, les professionnels de santé, par les professionnels de la périnatalité, ça se faisait au sein des familles, par les femmes de la famille. Heu, les femmes, avaient, d'autres femmes de la famille autour d'elles, que ce soit des tantes, cousines, la mère, la belle-mère qui s'occupait d'elles et qui l'aidaient, et en fait, à part allaiter, les autres tâches du quotidien, elles étaient faites par d'autres femmes de la famille. Donc je pense que ça joue aussi, le fait que les gens soient de plus en plus isolés. En tout cas, c'est un des éléments que je questionne, lors de l'entretien prénatal précoce, et je le redemande aussi lors de l'entretien postnatal que je pratique déjà depuis quelque temps. L'entretien postnatal précoce, et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont vraiment très, très isolés, très, très isolés. Oui, merci Dalia, oui, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, mais je précise que Dalia a fait une thèse sur la dépression du postpartum, donc Ouais, je me suis pas présentée. c'est très bien, elle connaît très bien le sujet et sans doute mieux que moi. Non, 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 tu as très bien présenté, les stats, c'était nickel. Non, non, franchement, c'était super. Oui, bah, pour celles qui me connaissent pas, parce qu'on est que des femmes, oui. Puis, Dalia Tarouat, donc je suis sage-femme depuis une quinzaine d'années. J'exerce toujours à l'hôpital et depuis peu aussi en libéral à côté. J'ai un master de bio, je fais un peu de gynéco, et j'ai fait un doctorat du coup en psychologie de la santé et en neurosciences, et j'ai travaillé principalement sur, la dépression postnatale comme modèle d'étude du stress chronique, au même titre, qu'on aurait pu étudier le burn-out, mais du coup on a choisi de se centrer sur, la dépression postnatale, et j'ai étudié la dépression postnatale, avec des labos militaires, avec l'Institut de recherche biomédicale des armées, puisqu'en fait on s'est rendu compte que par rapport à la population civile, la dépression, postnatale, touchait, 2 fois plus de femmes dans la population militaire et chez les femmes de militaires, donc c'est 40 si vous voulez, savoir les stats, de femmes militaires et de conjointes d'hommes militaires qui sont touchés par la dépression postnatale. C'est pour ça que l'armée s'est un peu intéressée au projet, ce qui est chouette et ce qui nous a permis de mettre en place cette étude. Mais oui, il y a encore du boulot à faire, et on sait que les suicides, du coup, je pourrais juste rajouter quelque chose aussi par rapport aux suicides. Il y a aussi des suicides qui ont été rattachés à la psychose puerpérale avec des patientes. C'est une des complications, du coup, pour le coup, pas psychologique, mais psychiatrique du postpartum. Il y a des patientes qui peuvent développer une psychose. Le taux est très, très faible, mais il y a certains suicides qui ont été identifiés comme liés à une psychose puerpérale. D'accord. D'accord.
Merci beaucoup, Dalia, pour cette présentation. Ça fera peut-être l'objet d'un... Ça dépend de rien. votre disponibilité pour un prochain entretien Avec plaisir. magnétique. Avec plaisir. Parce que justement, sur ce genre, Magnétique vient de commencer, et donc je commence avec des thèmes d'une manière assez générale pour préciser au fur et à mesure, mais c'est très intéressant et très précis. Je voulais revenir sur 2 points que vous avez partagés, Dalia et Isabelle. Alors, il y a quelque chose, je mélangeais réflexion et question. J'avais lu, voilà, il y a un livre que j'ai vu passer l'année dernière qui s'appelle « Choisir d'être mère ». Et c'est quelque chose qui m'a interloquée, parce que, en fait, l'écrivaine qui est journaliste revendiquait le fait qu'en fait on devrait choisir d'être mère comme si on devait en exprimer un consentement et en fait et du coup savoir tout en avance sur ce que c'est que d'être mère et que Est-ce que cette sur patiente, cette base d'information on devrait avoir ce consentement libre et éclairé pour devenir mère et choisir d'être mère avec toutes les conditions plus ou moins exhaustive qu'on pourrait relater. Qu'est-ce que tu voulais dire, Dalia? pardon, non, j'allais dire, est-ce que c'est en fait, j'en parlais tout à l'heure avec une collègue à moi, mais je ne sais pas si c'est ce livre, d'une patiente qui a réalisé, après avoir eu des enfants, qu'en fait, elle n'en voulait pas. Et qu'à refaire, elle le dit clairement qu'elle n'en ferait pas. Parce qu'elle se rend compte que être mère, c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas ce qu'elle aurait voulu pour elle. Et elle lève un peu les tabous parce qu'en fait, depuis la nuit des temps, il y a des femmes qui le pensent, mais c'est vrai que dans notre société, et comme tu l'as très bien exposé, Isabelle, j'ai beaucoup aimé la tournure, enfin la façon dont tu l'as amené, le fait qu'en fait, on va questionner les femmes qui veulent pas d'enfants, mais pas du tout celles qui en veulent et dans quelle démarche elles peuvent être. Et donc, je sais pas si c'est ce livre auquel tu fais référence, mais parce que je Je me crois pas. rappelle pas du titre. Elle en parlait pas. D'accord. Elle parlait pas de ça, mais en effet, le fameux sujet du regret d'être mère, a été beaucoup partagé ces dernières années. Et c'est vrai que bon, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est assez terrible d'une certaine manière, mais c'est terrible dans tous les sens. D'une certaine manière, on peut en exprimer de la compassion, et puis d'un certain côté, c'est quelque chose d'irrémédiable. Bah, tu as fait tes enfants. Donc maintenant, tu es responsable et tu vis avec, quoi. Enfin, et ça, on peut philosopher dessus, on peut discuter et tout ça, c'est pas une question de jugement et tout ça, mais pour revenir sur le titre du livre, choisir d'être mère, c'est revenir au sujet que tu pointais, Isabelle, qui était un peu la surindividualisation de l'individu dans nos sociétés néo-capitalistes où en fait on veut être en contrôle de tout et on accepte et on a beaucoup de mal à accepter les choses qui nous échappent et surtout celles qui nous font souffrir. Autant quand le bonheur qui arrive, ça nous embête pas plus que ça, mais autant quand c'est faire face à la souffrance et à une certaine peine, on est beaucoup moins en capacité d'y faire face, je crois, dans nos sociétés d'aujourd'hui telles qu'elles sont. Oui, ben ça, c'est un grand développement de la philosophie de Nietzsche qui pointait les sociétés en déclin, justement, dans leur volonté d'éradiquer la souffrance, parce qu'elle devient tout à fait insupportable à tout le monde, en tant qu'individu, en tout cas. Mais c'est cette question de choisir et ensuite éventuellement à défaut d'avoir choisi en temps et en heure, d'avoir le regret. D'abord, ça c'est aussi un tabou qui commence à se lever parce qu'avant c'était indicible. Mais bon, aussi c'était pas non plus la question du choix d'être mère a été quand même plus compliqué à poser tant qu'on n'avait pas les moyens de contraception, évidemment. Donc, à partir du moment où on a la contraception et l'interruption volontaire de grossesse, le choix peut s'établir plus facilement. Bon, après, maintenant, il y a d'autres composantes et ça vire sur un autre sujet, mais enfin, en tout cas, ça va avec ça aussi, parce qu'on ne pouvait pas poser
on pouvait pas poser tellement la question du choix tant qu'on avait un petit peu, en tant que femme, presque l'obligation d'être en couple, puisqu'il n'y avait pas d'indépendance financière, sauf à choisir l'entrée en religion ou à rester définitivement chez ses parents, c'était pas possible. Donc, évidemment, que les femmes choisissaient peut-être à demi-mot le mariage et en même temps, en tout cas, choisissaient pas le nombre d'enfants qu'elles avaient. Mmh. Donc, c'est sûr que ça change les choses. Mais l'isolement des femmes, effectivement, et notamment d'ailleurs, enfin, je crois qu'il y a beaucoup plus de dépression, ou en tout cas pas moins dans les classes sociales plutôt élevées, parce qu'il y a un éloignement des familles du fait des carrières professionnelles qui font que justement, ces femmes sont déjà dans des milieux où on fait moins d'enfants, donc elles n'ont pas forcément l'expérience du maternage autour d'elles, et en plus elles sont géographiquement à distance des familles et des gens qui pourraient la soutenir. Ouais, c'est tout à fait ça. Oui, non, je te confirme, Isabelle, les femmes avec un haut niveau socio-économique sont tout autant touchées par la dépression postnatale, si ce n'est plus parfois, et avec énormément de tabous aussi. Oui, il y a honte de se dire dépressif aussi, oui, sans doute. C'est ça. De s'avouer presque dépressif, ce serait presque le terme. C'est clair. Parce que ça fait partie des faiblesses qu'il ne faut pas avoir quand on est éduqué à être autonome et indépendant. Oui, c'est ça. Il vient aussi, en effet, le choix de... Pardon ? D'où un autre paradoxe. Mais ce que tu pointais, Solveig, c'est vrai que c'est intéressant aussi, le fait de dire que on ne supporte plus de pas contrôler. Ça, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que je vais oser en fait comparer ça à n'importe quelle autre expérience de la vie. C'est pour ça que je trouve que en arriver à ça, c'est un certain signe de quelque chose, je trouve, par rapport à la conception qu'on peut avoir, par rapport à la conception, mais je pense même essentielle de l'existence. Parce que c'est pas le simple trait de choisir d'être mère, mais c'est en effet, on peut comparer ça à n'importe quelle expérience de la vie, en fait. C'est vrai que les gens... Moi, je peux dire choisir d'être en Suède. Oui, bah d'accord. Je vis en Suède, ça fait 6 ans que j'y suis. Jamais j'aurais pu savoir comment les choses allaient se passer. Je suis partie avec une idée et tout ça. Maintenant, j'y suis. Il s'est passé des tas de choses que j'ai pas pu anticiper. Il y a eu des moments forts, il y a eu des moments bas. Et puis, malgré tout, bon, oui, ok, d'accord, on continue ou on continue pas. Mais il n'y a pas... C'est-à-dire qu'il y a aussi il y a pas, ça fait partie des expériences de la vie qu'on peut pas contrôler. Enfin, qui sont hors de nous-mêmes en fait. Et ce truc de se dire absolument choisir pour moi, c'est absurde. Pour moi, enfin, et ça peut être un peu choquant. Je suis désolée, mais pour moi, c'est assez absurde. En tout cas, pour accepter de ne pas choisir et renoncer au contrôle, ça veut dire choisir de faire confiance à la vie telle qu'elle advient. Et bon. Et ça, justement. Ça vient justement se télescoper avec ces injonctions au bonheur qu'il faudrait construire par soi-même. Oui, exactement. Ça vient questionner. Le bonheur vient des fois aussi des surprises, donc. Moi, ça me choque pas du tout ce que tu dis, Solveig, d'autant plus que j'ai constaté que je parle de mon expérience clinique là, de les patientes qui étaient énormément dans le contrôle, avec des attentes vraiment très spécifiques sur leur projet de naissance, puisqu'on parle beaucoup maintenant du projet de naissance. Elles avaient une volonté d'écrire vraiment l'histoire de leur accouchement, d'écrire le déroulé étape par étape, comme ça devait se passer. Et le problème, c'est qu'elles sont tellement dans un contrôle permanent de la situation, il n'y a aucun lâcher-prise, que cliniquement, il n'y a aussi aucun lâcher-prise. C'est-à-dire que le col de l'utérus reste fermé, ne s'ouvre pas, le bébé ne descend pas. Ça m'est arrivé une fois, après, je ne sais pas si c'est l'hypnose conversationnelle qui a fait ça, mais j'avais une patiente qui stagnait à 5 cm de dilatation, donc pour
pour accoucher, il faut arriver à 10. J'ai entendu que tu avais 2 enfants, donc je pense que tu te rappelles de ces notions-là. Et du coup, tu es doula, donc je pense que tu connais un petit peu aussi. Je suis pas doula. Ah, tu es pas doula, pardon. D'accord. Bon, j'ai dû mélanger. Oui, Je vous c'était ai Vanina entendu qui était parler, j'ai connectée dû tout à l'heure. OK, d'accord. Bon, en tout cas, voilà, pour l'accouchement, il lui restait encore la moitié du travail à faire et voilà, l'obstétricien commençait à parler de césarienne et j'ai senti que cette patiente était dans un total contrôle et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je lui ai demandé, je lui ai dit: «Voilà, enfin, je sens que là, c'est votre tête qui veut pas que vous laissez votre corps, laisser votre bébé sortir» et du coup, elle s'est effondrée en larmes et elle a commencé à parler et à se confier et je me suis rendu compte que c'est sa tête qui bloquait son corps. Que réellement, comme ça se passait pas comme elle l'avait prévu, comme elle voulait accoucher sans péridurale, que finalement elle a pris une péridurale, elle était bloquée dans la culpabilité et elle vivait pas du tout l'instant présent. Et du coup, j'ai essayé de la recentrer sur elle-même et de faire en sorte qu'elle comprenne que là, c'était, son accouchement qui était en jeu et qu'il fallait vraiment qu'elle laisse la nature faire, qu'elle laisse son bébé faire. Et je sais pas si c'est ça ou pas, mais 1 heure après, elle était à dilatation complète et du coup, elle a accouché, très rapidement d'ailleurs. Donc je sais pas si c'est la conversation qu'on a eue ensemble qui a fait ça Mais ou si c'est c'est, sûr, voilà, c'est la nature qui a fait son travail. j'en Mais suis persuadée. en tout cas, elle m'a dit, avec ses mots qu'elle a senti que quelque chose, s'est débloqué dans son corps. Donc je saurais jamais, hein, parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. En tout cas, on vit dans une société où les gens sont dans un contrôle permanent. Les femmes, d'autant plus, elles sont de plus en plus inscrites dans la société. Elles travaillent, elles ont des carrières plus longues, elles font des enfants plus tard. Donc, elles font des enfants à un âge où elles vont réfléchir à la façon dont elles vont faire les enfants. Elles vont décider de la période où elles vont concevoir cet enfant. Faut que ça colle avec leur planning professionnel, leur planning personnel. Voilà, enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et du coup, on n'est plus du tout dans le lâcher prise. Les patientes qui vont faire des enfants, plus jeunes ou qui sont parfois dans des niveaux socio-économiques moins élevés, vont, laisser faire les choses et accepter aussi, du coup, plus facilement les aléas de la vie, la fatalité qui peut arriver, la maladie, puisqu'il y a des choses malheureusement qui échappent à notre contrôle. Il y a des complications obstétricales, il y a des, maladies chromosomiques, enfin il y a des choses, sur lesquelles on n'a pas d'emprise. La nature décide aussi, pour nous, hein. Donc c'est vrai qu'on vit dans une société, en tout cas, qui a un impact, réel sur la santé mentale, des gens en général et qui plus est sur, une population vulnérable qui est la femme en post-accouchement, en période périnatale. Oui, mais je voyais venir la suite de l'accouchement, de la dilatation subite. J'avoue, j'étais contente. Si on peut pas le prouver que c'est vraiment grâce à ce que tu lui as fait lâcher. C'est pourquoi je suis, enfin, tout autant que c'est énoncé souvent comme l'accueil d'un projet et un accueil bienveillant. Enfin, je suis assez contre ces projets de naissance, mais bon, c'est pas trop disciple dans certains milieux, mais je le pense depuis longtemps. Justement parce que je crois que vraiment ça s'inscrit dans un processus de contrôle et que vraiment, quand je crois, enfin, j'ai mis un moment à comprendre des fois ça, mais bon, quand on a compris en tant que sage-femme qu'on arrive à faire accoucher des femmes parce qu'on arrive à leur faire lâcher le contrôle et la censure psychologique qui vient barrer le corps parce que c'est le corps qui accouche et que c'est pas l'esprit, et ben c'est un vrai boulot de sage-femme, mais ça fait bon, c'est difficile, mais je crois qu'avec un peu l'expérience aussi on y arrive mieux. Ça fait vraiment changer le cours de l'accouchement. C'est ça. Avec la parole, on dilate plus l'école qu'avec l'ocytocine. Voilà, c'est ça. On libère de l'ocytocine naturelle. Oui, c'est ça, c'est plutôt ça. C'est compliqué parce que ben, on ne connaît pas la patiente.
Enfin, la plupart du temps, on ne la connaît pas en tout cas, et voire au mieux, on l'a vu 2 fois en consulte d'urgence, et qu'il faut rentrer beaucoup dans l'intimité des gens et percevoir tout ça et détricoter l'histoire personnelle et familiale pour finalement à faire lâcher un col, quoi. C'est souvent. Je voudrais revenir. C'est un peu le sujet, mais quand même, cette histoire de contrôle est. Oui, bah, c'était un exemple que j'ai eu dans mon expérience, mais oui, on s'est écarté un petit peu. Mais cette histoire de contrôle est passionnante et effectivement, comme elles ne peuvent pas se projeter, en tout cas par rapport à notre sujet du jour, elles ne peuvent pas se projeter sur les choses qui se passent comme elles l'avaient prévu, que tout est déstabilisant, qu'il y a aussi toute une part d'inconscient et puis d'histoire familiale et personnelle qui remonte au moment de la naissance, mais il y a une d'autant plus forte déstabilisation. Et si c'est conjugué à un isolement, ben c'est assez vite dramatique. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je voulais ajouter que ça me faisait penser au film de Chantal Birman, À la vie. Il y a, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais il y a un moment où elle est chez une femme en pleurs, en postpartum. Enfin, elles sont toutes souvent en pleurs d'ailleurs. Et elle lui écrit enfin, ce qu'elle a à faire, et elle lui écrit en gros ami, et elle le souligne 2-3 fois. Et je crois que vraiment c'est ça qui fait la différence, quoi. Faut avoir des gens autour de soi, des gens qui. Enfin, et c'est vrai que bon, si on a des femmes qui ont déjà accouché, etc., enfin, ça doit sans doute être plus aidant que si on est entouré de gens qui sont paniqués par ce qui se passe et par cette nouveauté. Mais bon. Moi, j'appelle ça les personnes ressources. En fait, pour les patientes que je vois en entretien postnatal précoce, chez qui je dépiste une dépression postnatale, et du coup, forcément, la première chose que je crains, c'est le suicide. Donc, j'essaye d'écarter le risque suicidaire en premier lieu. Et une fois que c'est écarté, je m'assure qu'elles ont des personnes ressources. Et si elles n'en ont pas et que je sens que le climat de confiance a été installé entre elles et moi, du coup, je leur propose d'être une personne ressource, mais vraiment, je me positionne clairement comme telle. Je leur dis qu'en fait, les personnes ressources, ça peut être des gens de leur famille, ça peut être des gens de leur entourage, proches ou éloignés, mais ça peut être aussi des professionnels de santé. Et du coup, je m'assure qu'elles ont compris la façon dont elles peuvent avoir accès à ces personnes ressources, dont moi, du coup, si je sens que vraiment c'est des femmes qui sont isolées, bon là, ça dépasse un peu le cadre des consultations, mais c'est aussi une façon de sécuriser et de se dire que si jamais il y a une idée suicidaire ou il y a une idée noire qui passe, elle va se dire ok, bah, je vais peut-être appeler Dalia. Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, j'ai une patiente qui m'a appelée, qui broyait du noir, et je l'ai faite venir au cabinet où je fais des remplats. Et je l'ai faite voir en urgence par psychologue, psychiatre, et on l'a mise sous traitement. Et je pense que si elle n'avait pas eu voilà, dans son esprit qu'elle avait des personnes ressources, peut-être qu'elle aurait fait partie des patientes qui auraient pu passer à l'acte. Du coup, je pense que voilà, d'aider les gens, même de notre entourage, enfin, que ce soit dans notre milieu professionnel ou dans le milieu personnel, à justement qu'ils aient ce pool, entre guillemets, de personnes ressources qu'on peut appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et je pense que c'est une des choses qui peut contribuer à diminuer le suicide, parce que les femmes, comparées aux hommes, quand elles vont avoir des actes, un passage à l'acte ou un acte suicidaire, ça va être moins traumatique sur le corps, sauf quand c'est des psychoses puerpérales où là, elles peuvent se jeter sous un train ou par la fenêtre. Mais quand c'est dans le cadre d'idées suicidaires, en général, les femmes, ça va être des choses qui vont avoir moins d'impact sur le corps comparé aux hommes qui vont plus avoir un impact sur le corps important. Les femmes, ça va être plus médicamenteux, ce genre de choses, et les hommes, c'est un peu plus
c'est un peu plus violent au Ouais. niveau du passage à l'acte et dans ce moment où elle se dit, «C'est bon, j'en ai marre, je vais mettre fin à mes jours». En fait, c'est là aussi qu'il faut que dans son esprit, elle puisse se dire: «Ouais, mais est-ce que je passe pas un dernier appel à l'aide?» Mmh. et hem et Et c'est je trouve est-ce que je peux, est-ce que tu veux rajouter quelque chose non, non, encore? je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Et je trouve, justement, heu, quand tu parles de personnes ressources, je crois justement que quand c'est un professionnel qui est capable, de montrer cette ouverture, mais vraiment cette vraie ouverture sincère et profonde, la personne va avoir beaucoup plus de facilité à se tourner vers ce professionnel-là que, vers sa famille. Parce que dans la famille, en effet, le tabou est beaucoup plus lourd et surtout, il y a cette espèce il y a le jugement, il y a l'incompréhension qui fait qu'on peut se tourner, que la femme peut se tourner se tourner le dos finalement par méfiance, mais surtout par la crainte de ne pas être comprise, en fait. Alors que, un professionnel a toujours un peu cette objectivité et cette distance, affective qui fait que ça crée une confiance, je pense, très, très importante. Je sais pas, j'avais vu dans beaucoup des mesures, que, c'était le mieux, c'était de sensibiliser aussi la famille, heu, Après, il ou faut y avoir accès à la famille. Ce qui est compliqué, c'est qu'en tant que professionnel de santé, les patientes, elles viennent pas toujours accompagnées. Par exemple, il y a plusieurs entretiens postnataux, que je mène où les patientes viennent toujours seules. J'en ai même qui préfèrent faire garder leur bébé parce qu'elles se disent: «C'est mon moment à moi». Moi, je leur propose toujours de venir avec le coparent et l'enfant, mais il y a des femmes qui préfèrent venir seules et du coup, c'est difficile. Du coup, une fois que le climat de confiance est installé, ce que je propose, c'est au bout du 2e ou 3e entretien, je leur dis: «Ah bah, j'aimerais bien rencontrer votre bébé, j'aimerais bien rencontrer votre conjoint, venez avec lui la prochaine fois» et comme il y a une confiance qui s'est installée, elles finissent par venir et du coup, avant de faire venir le coparent, je leur demande leur autorisation pour savoir de quoi je peux parler, devant le coparent, est-ce que je peux parler en toute transparence de ce dont on a parlé? Enfin, j'essaye de leur faire comprendre qu'en gros, tout ce qui se passe, même si elles savent que je suis tenue au secret médical, mais tous les entretiens qu'on a, c'est confidentiel et c'est elles qui décident de ce que je peux mettre en place, de là où je peux aider aussi dans son foyer. Parce qu'en fait, il y a des patientes qui, en post-accouchement ont des idées suicidaires ou des passages à l'acte, non pas parce qu'elles ont un vécu traumatique de leur accouchement ou une dépression postnatale, mais parfois aussi parce que l'arrivée d'un enfant, il faut le rappeler, c'est un tsunami dans la vie d'une femme et dans la vie d'une famille et d'un couple et que, le couple peut ou est souvent impacté. Hem, il faut se préparer sur la première année pour un couple, ça peut être difficile d'accueillir un enfant et je fais un peu, casquette de conseillère conjugale parfois parce que je me rends compte que la cause du problème, c'est, le conjoint qui est jaloux de ce bébé et qui dit, bah, en fait, elle accorde, en plus elle allaite, c'est quand qu'elle va arrêter son allaitement? Parce que du coup, comme elle allaite, elle passe tellement de temps avec son bébé, moi elle me délaisse et j'ai beaucoup de patientes qui sont dans cette culpabilité et parfois qui réfléchissent à arrêter l'allaitement, parce que c'est une demande du conjoint. Donc il y a aussi ce versant-là qui entre en jeu et qui peut causer, des syndromes dépressifs autres que la dépression postnatale qui peuvent amener, à des idées suicidaires, voire à un passage à l'acte. Ouais. D'un point de vue, professionnel, moi je me posais la question justement, si on parlait justement de cette tendance à vouloir surcontrôler, voilà, tous les événements donc de sa vie et aussi de la maternité, le choix d'être mère et tout ça. Mais je regarde aussi le côté, professionnel où justement le contrôle est aussi, omniprésent et je me dis, voilà, est-ce que le risque, en voulant, encadrer, le les femmes en grossesse ou postpartum, risquerait par la crainte, voilà, de percevoir le risque ou que ça puisse arriver, commence aussi à mettre en place des protocoles qui vont, qui vont surrationaliser un peu
le mal-être de la femme à un point où ça peut devenir très violent dans le contact avec le professionnel, dans l'évaluation. L'évaluation, le dépistage peut devenir, j'essaie de me formuler tout ça d'une manière cohérente, le dépistage peut devenir un protocole, une procédure qui va devenir assez violente, à poser des questions qui peuvent être très invasives et qui peuvent justement venir un peu terroriser, enfin voilà, poser des questions terroristes. C'est Roland Gori qui disait ça, à force de vouloir tout informer et de vouloir tout endiguer, et ben on a tendance à poser des questions terroristes aux femmes qui en fait vont déclencher des choses qu'on n'a pas perçues et qu'on n'a pas su percevoir, qui vont les bouleverser profondément et qui vont briser tout un potentiel relationnel. Et par rapport à ça, je lis ça à une autre réflexion qui est en effet que le parcours de soins en périnatalité, et je pense qu'il y a il y a une grande partie de femmes, je crois, qui en souffrent, enfin c'est pas je crois, mais de ce que j'ai lu, c'est ce parcours de soins qui est fracturé. C'est-à-dire, on sait on peut avoir l'accompagnement global, donc, mais il y a aussi ce parcours de soins où en fait on va avoir une sage-femme différente pour un certain nombre de rendez-vous, et puis ça va pas encore être la même pour l'accouchement, et puis ce sera encore une autre pour le postpartum. Et à un moment, on va rentrer les choses dans l'ordinateur, et puis tout va être rentré dans l'ordinateur, et puis après, c'est une autre sage-femme qui va le lire et tout ça. Enfin, il y a vraiment tout un côté où en fait on perd l'intimité, en fait, on perd la possibilité d'une intimité avec les femmes. Et du coup, qui n'aide pas non plus à cette parole, justement, et du coup, on se retrouve à un accouchement où il faut libérer la parole au moment de l'accouchement. Bon. Je crois qu'Isabelle a levé la main. Ouais, Oui, Isabelle. je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai perdu le fil par rapport à ce que tu viens de dire là maintenant. Mais oui, par rapport à ce que tu dis, enfin, j'aurais assez confiance quand même dans l'ensemble aux sages-femmes qui ont quand même l'habitude de prendre du temps pour parler aux femmes, peut-être plus que les médecins, enfin, que je ne critique pas non plus dans l'ensemble parce que faut des deux. Il y a quand même un fil conducteur parce qu'il n'y a quand même qu'une personne qui suit essentiellement une grossesse en général, enfin, sauf pathologie. Donc, et d'un autre côté, moi, je trouve que c'est quand même bien de ne pas voir toujours la même personne, parce que on ne peut pas non plus évacuer l'idée qu'il peut y avoir un professionnel foireux, et que si on en croise plusieurs, ben, il y a peut-être des chances aussi de sortir. Enfin, j'ai connu le cas d'une sage-femme libérale dans la ville où je suis, qui est assez invasive. Enfin, même quand les gens la mettent dehors, elle rentre par la fenêtre, quoi. Et je crois que finalement, enfin, quand elles sont bien contentes aussi, des fois, de croiser d'autres personnes qui vont donner un autre éclairage, qui vont. Bon, c'est sûr qu'en général, on se fait suivre par quelqu'un, une sage-femme ou un gynéco qui nous convient. Donc, on peut supposer que. Voilà, mais bon, et même médicalement, enfin, il y a toujours quelque chose qui peut aussi échapper à un professionnel. Si on en croise un autre, je pense que c'est pas forcément néfaste, même si ça induit une certaine discontinuité. Donc, bon, déjà, enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que, voilà, bon, être intrusif, enfin, comme je disais, pour les entretiens, qui est quand même quelque chose de particulier, hein, les entretiens qui soient prénataux ou postnataux, il faut quand même être formé. Et en plus, enfin, c'est pas n'importe qui, c'est quand même des gens qui ont en plus une expérience médicale, sachant que, je suppose maintenant, Dalia, tu dois savoir ça mieux que moi, on ne fait pas des entretiens postnataux, j'imagine on ne se lance pas là-dedans en sortant de l'école non plus. Oui, La non, je plupart pense du temps, pas. on a quand même déjà une expérience aussi, en plus d'une formation qui est quand même assez solide. Oui, Donc, oui. je crois qu'on peut quand même faire confiance sur la façon de. Bon, alors après, forcément, dans tous les domaines, il y a toujours des gens qui ne vont pas faire les choses correctement. Mais. En tout cas, moi, dans les professionnels libéraux que je connais et les collègues au cabinet,
Du coup, elles ont décidé de ne pas faire les entretiens. Elles m'adressent toutes les patientes pour les entretiens postnataux. Alors, en effet, je n'ai pas fait le suivi de grossesse, mais comme mes collègues ne sont pas à l'aise avec l'entretien, elles préfèrent que ce soit moi qui les fasse. Mais comme on est dans le même cabinet, quand elles sont enceintes, elles essayent de me les présenter. Comme ça, il y a déjà une prise de contact avec la patiente. Mais voilà, elles disent que ce n'est pas dans leur champ de compétences pour l'instant parce qu'elles n'ont pas fait de formation. Je vais bientôt les former, comme ça elles pourront les faire, mais pour le moment, elles préfèrent que ce soit moi qui les fasse. Ça ne me dérange pas sur le principe, d'autant plus que jusqu'à présent, le contact avec les patientes, du coup, que j'ai vu qu'en postnatal, parce que ça fait pas longtemps que je suis dans ce cabinet, se passe plutôt bien. J'ai eu des très bons retours et j'ai dépisté plusieurs dépressions postnatales et des patientes que j'ai revues, qui sont repassées me voir au cabinet, qui vont très bien 6 mois après. Donc, c'est, ça fait vraiment plaisir de sentir qu'on fait du bien aux gens et d'avoir cette reconnaissance et en plus de voir les résultats, en fait, de voir ces gens-là plusieurs mois après. Il y a beaucoup de patientes qui habitent dans le quartier qui repassent et de les voir rayonnantes alors qu'elles avaient une dépression sévère, que leur couple était au bord de la rupture et que là maintenant tout le monde va bien. Ça fait plaisir de se dire que les sages-femmes, les professionnels de santé de la périnatalité s'inscrivent justement dans la santé mentale. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de tabous sur la santé mentale en général pendant des années et que. Allô? Oui, oui. Oui, ça a coupé. Oui, Et que du coup, on ne la prenait pas en charge par mes connaissances, je pense. Et le fait de s'inscrire là-dedans, ça permet une réelle prise en charge globale de la santé en général, vraiment, physique et psychique. Ouais, mais c'est sûr que ouais, enfin, je pense que bon, c'est important de faire ça que par choix et évidemment, on choisit pas de faire des entretiens si on n'en a pas envie. Et puis, je pense que Oui. ça accompagne en plus de la formation d'une certaine maturité dans la profession. Donc moi, ça m'inquiète pas tellement ça. Parfois, savoir être un peu intrusif et enfin bousculer gentiment une patiente, ça peut l'aider quand même beaucoup. Donc aller être juste, enfin, je crois que bon, ça justement, l'expérience permet de savoir faire ça sans être indélicat, mais D'autant plus. de lâcher ce contrôle aussi qui fait que les femmes ont le tabou de dire qu'elles dépriment. Donc ça, c'est quand même important aussi. Entre-temps, mes revenus, je sais pourquoi j'avais levé la main, parce que Dalia parlait de cet épisode dépressif qui pouvait être initié parce que la femme était prise en fait entre son rôle de mère et de femme, et qu'il y a aussi une jalousie du conjoint par rapport au bébé, enfin, ce qui est un peu normal, et enfin un peu normal pour l'homme parce qu'on peut comprendre que lui il vit pas la grossesse dans son corps, ce qui est aussi normal parce qu'elle accède à un nouveau statut et qui fait qu'elle est en tension entre être mère ou femme. Et parfois, faut arriver à faire les deux et ça prend quand même du temps. Et c'est vrai que bon, on peut pas non plus balayer le fait de dire, bah attends, le conjoint, il est impatient, il me retrouve plus tel qu'il me connaît. Il y a aussi pas mal de séparations qui peuvent découler de ça, donc on peut pas non plus négliger ça parce que enfin, il en va aussi de la famille et de la vie de tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas en un jour et qu'il faut arriver effectivement à travailler avec le couple, et d'où la nécessité de rencontrer le coparent. Mais on ne peut pas dire que, voilà, effectivement, la femme a besoin de se consacrer du fait de ses hormones et du fait de l'appel de l'enfant à son nouveau statut, mais en même temps, je ne crois pas qu'on puisse balayer du revers son statut de femme. Et c'est quand même quelque chose où on a le droit d'aller lui dire.
eh ben, vous allez pas bien, parce que vous n'arrivez pas encore à conjuguer ça, que c'est un peu une double culture, qu'il faut arriver à mettre en place. Mais en même temps, on n'a pas à nier cette ambivalence, à mon avis. D'accord. Mmh. Oui, pour compléter ce que tu dis, Isabelle, et du coup, pour répondre à une réflexion que tu as eue, Solveig, aussi, quand tu as dit que, du coup, ça enfin, je sais plus quel terme tu as employé, mais qu'en gros, le fait de devoir, leur poser des questions en entretien, ça pouvait être un peu perçu comme intrusif. Enfin, tu as eu une réflexion un peu comme ça. Bah, c'est juste pour dire qu'en fait, ces entretiens, psychosociaux, ils doivent être obligatoirement proposés, mais ils ne sont pas obligatoires. Donc la patiente peut, décider de ne pas faire cet entretien. Mais on a pensais à pour ça. devoir Mmh. comment? Je pensais à ça, je peux préciser parce qu'en fait, moi j'ai fait Oui, je t'en prie. ma grossesse en Suède et pas en France. Et enfin, je l'ai commencé en France et je l'ai terminé en Suède. Mais c'est parce que je me rappelle que on commence, ça fait 3 ans depuis ma dernière grossesse, on oublie vite, qu'on pose, voilà, on pose des questions, la femme, j'ai reçu voilà, des questionnaires, et quelquefois la grille est avec une grille de questions qui va poser des questions assez intimes sur la vie. Alors, je peux plus comparer entre la France et la Suède à quel point, voilà, la différence, je pense, d'intrusion dans l'intimité de la vie de la femme, des questions, mais je me rappelle qu'il y a certaines questions qui étaient vachement brutales pour un premier rendez-vous. Tu les Et as reçus en ligne ou c'était, en entretien? c'était en entretien. C'était en entretien. Et c'est plutôt dans cette perspective-là que moi, j'avais discuté de ça avec d'autres mères qui avaient un peu vécu ça de la même manière, mais en Suède. Voilà. Et en Suède, ils ont ce côté très rationnel. Donc, les choses se font avec des évaluations à questionnaire et ça peut être assez violent. Et n'empêche qu'après, la sage-femme est toujours ouverte pour en discuter, il y a une écoute et tout ça. Mais il y a toujours et je me rappelle qu'en France aussi, il y a cet entretien un peu préliminaire où on va poser des questions sur comment tu gères ta vie, ton mode de vie, je sais pas, mais comment tu manges, si tu fais du sport, si combien d'alcool tu bois par semaine, combien tu sors et tout ça, et des choses comme ça. Et c'est quelquefois assez cash et ça peut être assez brutal en dehors de ces entretiens voilà, plus spécifiques que tu mènes. Oui, c'est vrai que enfin, je pense à certaines questions qu'on peut poser lors de l'ouverture du dossier, qui peuvent paraître intrusifs, mais en fait, si on ne les pose pas, le risque aussi, c'est de ne jamais avoir accès à ces informations. Notamment donc tout ce qui est consommation, bien sûr, Mm. drogue, alcool, enfin tabac, c'est hyper important de le savoir parce que ça peut avoir un impact sur la santé de l'enfant et de la femme. Et il y a aussi tout ce qui est, antécédents, de sévices, sexuels, psychologiques. Enfin, si tu poses pas la question, la patiente peut ne jamais te le dire. Et il y a des Mm. patientes, avant qu'on change, les items du dossier, parce que je pense qu'en Suède, ils sont un peu plus en avance par rapport à la France. Avant qu'on change les items du dossier ici, parfois on se rendait compte, en post-accouchement ou au moment de l'accouchement, parce qu'il y a des réveils traumatiques qui se font aussi parfois pendant l'accouchement, voilà, la patiente a un stress post-traumatique d'un viol subi dans l'adolescence, dans l'enfance, qui va se réveiller au moment de la naissance de son enfant. Sauf que si tu as pas posé la question, alors certes, une question qui peut paraître un peu intrusif, mais qui est dans un cadre, médical. Et c'est vrai qu'avant de démarrer, cet entretien, moi je dis toujours aux patientes: «Voilà, je vais vous poser des questions, sur votre vie personnelle. Vous êtes pas obligées d'y répondre, mais ça a un intérêt médical». J'essaye de placer un cadre. Et c'est un interrogatoire qui est mené en échange et c'est pas les patientes qui doivent remplir le dossier, de but en blanc toutes seules, tu vois? Mm. Après, je Ouais, pense que chaque pays a sa manière de faire, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a certaines questions qui peuvent être perçues comme, très intrusifs et allant dans l'intime et en vrai, dans le médical, notamment dans la période de la maternité, c'est vrai qu'on est dans l'intimité des femmes, on est dans l'intimité de leur couple, de leur famille, mais c'est la meilleure façon de les prendre en charge aussi, c'est de les connaître,
de connaître leurs faiblesses, de connaître leurs antécédents, de connaître les difficultés qu'elles ont pu parcourir au cours de leur vie. C'est indispensable pour une prise en charge personnalisée. Ouais, je comprends. Et c'est intéressant parce que je trouve que dans la maternité, dans la périnatalité en tout cas, il y a toujours une limite assez ténue entre le moment où notre vie privée devient quelque chose un peu de public et Oui. où tout d'un coup on doit s'ouvrir et ça devient presque un devoir. C'est plus un devoir autant pour la santé que pour la santé du bébé. Souvent on sait que c'est pour la santé du bébé parce que c'est quand même un peu le poids qu'on nous fait peser pour faire les choses correctement. Et c'est quelque chose qui est assez ténu, je trouve, dans la maternité, où tout d'un coup, on doit s'ouvrir, s'exposer. Et c'est pas quelque chose de très simple, même si voilà, on rencontre un professionnel pour la première fois, on rentre dans une maternité pour la première fois. Pour beaucoup, tout ça est nouveau et tout ça, et c'est vrai que c'est intéressant. J'avais une autre réflexion, et après on pourra peut-être terminer parce que c'est censé durer jusqu'à 21h30, mais on pourra conclure après peut-être. On parlait tout à l'heure du conjoint et de la place du conjoint dans tout ça, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai relié ce point-là à ce que tu disais tout à l'heure, Isabelle, dans ta présentation, sur le fait qu'il y a quand même une sorte un peu de... Alors, de quoi tu parlais? D'une... attends, où est-ce que c'était? Que le national, des individus, une santé punie, où est-ce que c'est? Dans la dimension morale, je disais qu'il y avait il y a un retentissement, au moins une pudeur par rapport au suicide ou aux tentatives, hein, même voire une honte de l'entourage. Je ne sais pas si c'est de ça que tu veux parler. Non, c'était pas ça. C'est quelque chose que tu as dit par rapport À la société? à la société. Oui, qu'il y a un certain état d'esprit sociétal qui fait qu'il y a certaines choses qui peuvent être évitées si en fait on est aussi habitué à être sensibilisé ou à se comporter d'une certaine manière. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que en Suède, où on a un congé parental important qui se partage entre la mère et le père, la place du conjoint est très intéressante. Alors, c'est dommage que Vanina soit pas là parce que c'est à nuancer avec beaucoup de, mais vraiment, avec beaucoup de pincettes, parce que c'est d'un point de vue étranger, ça serait facile de lisser beaucoup l'expérience suédoise et tout ça, mais pas du tout. Autant dans l'expérience suédoise, les professionnels de santé essaient beaucoup d'inclure le conjoint. Donc souvent, le conjoint vient au rendez-vous avec la sage-femme. Je dis souvent, c'est pas à chaque fois, mais quand même la plupart du temps, le conjoint vient, et quand il vient pas, c'est quand même assez mal vu. Et il y a cette responsabilité aussi du conjoint de participer à cette maternité, d'une manière ou d'une autre. Même s'ils ne savent pas très bien comment faire, il y a un peu cette espèce de devoir moral qui s'est un peu développé dans la société suédoise. Et après, c'est intéressant parce que les doulas vous diront que dans un accouchement, les Suédois ont un peu, les pères suédois ont un peu du mal à s'impliquer. Enfin, ils ne savent pas, ils sont très dans la retenue, ils ont peur de ne pas savoir quoi faire, mais alors est-ce que c'est seulement suédois? Je pense que c'est un peu partout, cela dit. Mais, mais vraiment, pour le coup, il y a dans ce congé parental cette idée aussi que le conjoint est là pour soutenir sa conjointe, d'une manière générale. Et je dis bien d'une manière générale. Et du coup, il y a aussi cette idée que les femmes allaitent longtemps. Et c'est pas, il y a l'idée que le lit peut se partager avec les enfants. Et il n'y a pas l'idée de jalousie particulièrement qui est que c'est ma femme, c'est mon lit, c'est ma chambre, c'est notre chambre et les enfants n'ont pas leur place dedans, par exemple. C'est une différence intéressante parce qu'en France, c'est très mal vu, le cododo, par exemple. Laisser les enfants rentrer dans la chambre et tout ça, et dormir avec les parents, c'est très mal vu. En Suède, c'est normal, par exemple. Et ça, cette acceptation du conjoint, justement, dans le fait que maintenant, ça va être comme ça. En fait, ma femme n'est plus qu'à moi. Et mon conjoint n'est plus qu'à moi non plus, parce qu'il y a aussi ça qui se joue. Mais fait que
il y a une présence, en effet, un soutien supplémentaire, je dirais, pour la mère. Et après, le congé parental en Suède est très long. Et je pense que autant pour le père comme pour la mère, c'est pas des choses qui se vivent simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose à dire parce qu'on envie beaucoup les pays où il y a un énorme congé. Et c'est vrai que c'est génial pour ce que ça apporte pour l'enfant, pour la mère, pour la relation et tout. Mais quand on parle d'isolement social, ça, c'est dramatique parce que justement, c'est fabuleux de créer un congé parental aussi grand, mais quand il n'y a plus la société pour faire vivre la femme, faire continuer de vivre la femme et son enfant dans la société, c'est un gouffre. Ouais. Bon, mais c'est sûr que bon, il y a sans doute des conceptions différentes, enfin, selon les pays européens, en tout cas, même. Enfin, mais bon, le cododo, tout ça, c'est des choses qui sont quand même développées, qui ont été tabous et tout. Mais c'est vrai que c'est une difficulté aussi sans doute pour les conjoints et surtout, enfin, quand il s'agit d'un homme, parce que les hommes ont quand même, enfin, la maternité, la naissance, historiquement, c'était quand même un domaine réservé aux femmes. Accompagnés par les femmes, par les mères, par les sœurs, etc. Et les pères étaient interdits des salles d'accouchement, presque même des chambres de maternité à une époque. Hein. Maintenant, ça devient une injonction à être là, alors qu'il y en a qui ne supportent pas bien et que finalement, enfin, ils génèrent peut-être parfois, dans ces cas-là, plus de stress que si c'était la sœur qui a déjà accouché qui vient accompagner. Donc, bon, je crois qu'il faut laisser aussi un petit peu de liberté aux gens, mais c'est sûr que, de toute façon, enfin, autant la place des femmes dans la société a changé, autant aussi la place des hommes dans cette période autour de la naissance change. Et bon, il y a un investissement des hommes, enfin, qui ont un petit peu abandonné de leur virilité en s'occupant des grossesses et des enfants, mais ça se fait progressivement, et notamment parce que de toute façon, enfin, quoi qu'on fasse, la grossesse, elle se vit d'abord dans le corps, et que les femmes savent des fois qu'elles sont enceintes avant le test, alors que les hommes, avant de s'approprier le petit embryon et fœtus qui grandit, c'est quand même une autre affaire, quoi. Et bon, leur place, c'est vrai que bon, ça doit pas rentrer dans l'injonction non plus. Je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, c'est quand même bien qu'ils participent aussi, mais il faut qu'ils en aient envie. Enfin, ce qui compte, c'est qu'il y ait quelqu'un surtout, en fait, qu'il y ait quelqu'un. Mais bon, c'est sûr que entre l'exclusion historique et l'implication qui est un petit peu trop moralement obligatoire, enfin bon, voilà, il faut arriver à trouver la bonne distance, comme on dit, hein, enfin, ça vaut pour les professionnels, mais ça vaut aussi pour l'entourage. Hein. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Parce que les sociétés changent et qu'il y a des bouleversements importants en quelques dizaines d'années. Par rapport à ce qui s'est fait pendant des siècles, hein, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'il y a une certaine remise en question. Enfin, on ne peut pas vivre dans le passé, mais et en même temps, le passé nous apprend certaines choses et la société d'aujourd'hui nous apporte autre chose, et c'est intéressant de pouvoir recomposer. Est-ce que tu veux continuer? Est-ce que je t'ai interrompu en fait, Isabelle? Est-ce que tu veux... C'était juste pour compléter et un peu répondre à ta remarque. Moi, j'ai trouvé très intéressant, comme à chaque fois les discussions, c'est passionnant sur Maïeutique, donc j'espère qu'on sera plus nombreux à se connecter à l'avenir. Ça commence, ça vient doucement, et puis c'est dans le réseau. C'est la flexibilité, exactement. Et puis c'est la flexibilité que j'ouvre aussi que je propose avec Magnétique, c'est soit de participer directement, et c'est vrai que c'est le mieux, soit de m'envoyer des questions, ou soit de juste vouloir écouter, parce que aussi les gens aiment bien seulement juste écouter et se faire leur cheminement eux-mêmes de leur côté. Donc, oui, mais il en faut pour tout le monde, ouais. Écoutez, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci Isabelle pour ta présentation très riche. Et merci Valia pour ta participation
aussi merci très à riche, vous. je dois dire. Merci à vous pour l'invitation. J'étais ravie. Merci Nina pour ton écoute. Merci Isabelle. Merci Solveig. Merci beaucoup. Juste pour information, du coup, voilà, ce sera diffusé le plus tôt possible, si aucun problème technique n'intervient. Et suite à ce séminaire, moi, j'écris un article, voilà, dans lequel je reprends les réflexions et puis je prends une certaine liberté pour approfondir un petit peu. Voilà, donc ça me permet un peu de proposer aussi des supports différents, comme par exemple si on n'a pas 1h30 pour réécouter l'entretien, et ben dans ce cas-là, on peut aussi partager l'article. Voilà. C'est ça. J'étais ravie en tout cas. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.